Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu mignon tout plein puisqu'il s'agit d'Histoire de peluche. Alors, pour la petite histoire, justement, ce titre, ça faisait un petit moment que je l'attendais pour que l'on puisse le pratiquer en famille avec ma grande fille. J'ai attendu un bon moment avant de l'acheter parce que je savais que l'âge plancher était de 7 ans. Je savais que j'allais avoir affaire à un jeu à la croisée des mondes entre le jeu narratif et le jeu de rôle, avec de jolies figurines, mais à part ça, je n'en savais pas plus. Histoire de peluche, et on va le voir, un jeu extrêmement immersif, très bien écrit en termes de narration, de scénario, intéressant au niveau de sa mécanique, mais alors absolument pas exempt de défauts, particulièrement au niveau de l'écriture des règles. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. L'univers est terriblement enchanteur, il y a un gros côté Toy Story qui va forcément plaire aux enfants comme aux adultes qui n'ont pas perdu leur âme d'enfant, et c'est absolument mon cas. Et tout ça sans que ce soit véritablement naïf, hein. Je veux dire, il y a des monstres, il y a de vraies menaces, et c'est un jeu, une histoire qui est plutôt intelligente dans son déroulé. Histoire de peluche est un jeu de Jerry Hawthorne pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Et alors, 7 ans accompagnés, hein, parce que ne comptez pas sur le fait que des enfants de 7 ans soient autonomes avec ce jeu, hein. Les mécaniques de jeu sont trop complexes et il y a trop de texte à lire pour que ce soit le cas, et des durées de partie annoncées d'environ 90 à 120 minutes, alors là ça dépend du nombre de scénarios que vous enquillez d'affilée, évidemment. Et alors là aussi, concernant la durée de jeu, j'ai vu beaucoup de monde dire que Histoire de peluche pouvait remplacer en fait la petite histoire avant d'aller dormir, et que ça mettait pas beaucoup de temps à installer. Ouais, si vous voulez, quand même, il y a pas mal de paquets de cartes quand même à installer, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place avant de démarrer une partie. Donc vous installerez pas Histoire de peluche 5 minutes avant d'aller dormir, c'est pas possible, c'est pas aussi rapide qu'une petite histoire avant d'aller au lit. Installez-vous confortablement en compagnie de votre doudou. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, le jeu est installé. Vous l'avez vu, cela se présente sous la forme d'un livre d'histoire donc. On a l'impression de se retrouver avec le petit annuaire là de Tales of Arabian Night. C'est un peu le même cahier à spirale. Et donc, au fil des pages, on va découvrir différents actes de l'histoire, différents plateaux de jeu. Alors pour l'instant, nous on a terminé une seule histoire du livre, qui était découpée, je crois, en 4 ou 5 actes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin d'une scène, à la fin d'un acte, eh bien on peut faire un choix. Et donc, par la suite, on va pas forcément s'orienter vers le même plateau de jeu qu'un autre groupe de joueurs, par exemple. Ce qui fait que là, il y a 2 plateaux, par exemple, auxquels on n'a pas joué. Et donc si on a envie de refaire l'histoire, ben certainement qu'on reprendra pas les mêmes chemins, histoire de voir un petit peu ce qui nous a été caché. Donc ça déjà c'est plutôt cool en termes de rejouabilité. L'univers du jeu, les graphismes sont vraiment géniaux. Les plateaux font vraiment à la fois enfantin et angoissant. On sent qu'on est dans un univers un petit peu mélancolique, un petit peu tragique. Alors j'ai choisi un petit scénario au hasard. Je vais tenter de ne pas trop vous spoiler. Sincèrement, si vraiment il y a quelque chose qui est un peu tendancieux, je vous préviendrai avant. Maintenant, si vous ne voulez absolument rien savoir de ce que contient le livre, c'est-à-dire ne pas voir un plateau de jeu, ben comment vous dire, ne regardez pas cette vidéo, hein. Parce que là il va bien falloir que je vous montre quelques exemples quand même. Donc en début de partie, chaque joueur aura choisi un personnage, ces personnages étant les peluches d'une petite fille qui, dans le monde réel, donc vient de laisser tomber son lit à barreaux pour aller dormir dans un lit de grande fille. Et alors, les peluches vont tout faire pour défendre cette fille. Je sais pas trop comment ça marche en fait, j'ai l'impression que ils vont combattre un petit peu les cauchemars qu'elle fait. Toujours est-il que nos peluches se retrouvent aspirées dans une dimension parallèle. Alors nos héros sont vraiment mignons tout plein. Ici je vous présente mon préféré, Pato l'éléphant. Alors personnellement je ne paie jamais mes figurines, mais je suis certain qu'on peut faire des trucs super sur cette base. Alors Pato c'est un peu le nain du groupe, hein. C'est le personnage résistant. Ici je vous présente Flagada qui
qui représente un petit peu l'elfe, l'archer du groupe, et qui a un pouvoir notamment qui lui permet de bondir très loin sur le plateau de jeu. Alors là, c'est les personnages avec lesquels on jouera aujourd'hui, mais sinon, il y a 4 autres héros. On a ici Theodora, qui semble être le leader du groupe. On a, alors elle, je crois que c'est Peggy, qui semble avoir des pouvoirs de soin, un petit peu la positive attitude. On a Lionel, le lion, qui semble être un expert du corps à corps. Et enfin, on a Suture, qui est le vieux mentor, le vieux de la bande, puisque ce dernier a déjà servi dans nombre de guerres. Et oui, parce qu'il appartenait déjà à la maman de la petite fille. Les illustrations sont vraiment super mignonnes. Les peluches sont vraiment craquantes. Alors tant qu'à faire, je vais vous présenter les autres figurines du jeu. Je pense que toutes sont des ennemis. Je n'en suis pas sûr, puisque je vous l'ai dit, on n'a pas fait toutes les histoires encore. Mais vu la gueule qu'ils ont, je pense pas trop me tromper en disant ça. Hein. Les méchants sont plutôt mécaniques. Hein. On sent que c'est à chaque fois des êtres, des personnages qui ont été rapiécés, qui ont été montés, qui ont été fabriqués. C'est pas des petites peluches toutes douces. Là, vous voyez, on a des monstres qui sont pas sans rappeler. Je crois que c'est dans Toy Story 3, où il y a une poupée comme ça qui est montée sur un corps mécanique. Il y a le docteur Robotnik là aussi. Alors évidemment, pour le tarif, hein, 80 €, il y aurait pu peut-être en avoir un petit peu plus. Mais faut pas oublier que c'est un jeu qui est écrit en termes scénaristiques, donc il y a quand même du boulot dedans. Avant de commencer notre partie, nous allons lire un petit peu le texte de l'histoire. Alors là, je vais pas vous le faire, hein, je vais vous éviter ça. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à se laisser guider pour la mise en place. Donc nos héros commencent toujours sur la petite case avec les petites patounes. Donc on y pose d'abord le joueur actif et ensuite tous les autres héros vont se placer sur les cases adjacentes. Et ensuite le scénario va nous expliquer si on doit poser des tokens et des monstres, etc. Donc on se laisse guider. Alors comment se passe le tour d'un joueur? Eh bien figurez-vous que la mécanique je la trouve plutôt originale, plutôt intéressante. On va piocher ici dans un petit sac de velours noir 5 dés au début de notre tour de jeu. Alors des dés il y en a vraiment beaucoup hein, dans le jeu. Regardez là, on en voit tout plein de couleurs différentes. Alors on commence notre tour par les dés blancs, et ceux-ci vont nous permettre de gagner des points de vie. Alors dans ce jeu, les points de vie, ce sont des points de rembourrage, puisque évidemment, c'est ce qui constitue l'intérieur de nos peluches. Hein. Donc là, je peux choisir de lancer un dé blanc, et si j'obtiens un résultat égal ou supérieur au nombre de mes points de rembourrage, eh bien je vais en gagner un de plus. Si j'ai un score qui tombe en dessous, eh bien rien ne se passe. Alors voilà, je peux faire le choix de lancer les 2 dés blancs d'affilée. L'avantage, c'est que si je fais ça et que j'ai un bon score à chaque fois, eh bien je gagne un point de rembourrage à chaque fois. Mais si je passe en dessous de 5, eh bien entendu, je n'aurai rien gagné du tout. Et ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'on a le choix de la prise de risque ou non, puisqu'on peut tout à fait choisir de lancer, par exemple là j'ai 2 dés blancs, de lancer ces 2 dés blancs en même temps pour accroître les chances de gagner des points de vie. Mais par contre, je n'en gagnerai qu'un. Vous avez compris que cela fonctionne pour chaque jet de dés, peu importe le nombre de dés lancés. Alors ensuite, une fois que j'ai joué mes dés blancs, je vais devoir déposer tous mes dés noirs ici dans cette piste de menace. Alors cela, je ne les lance pas. Ce sont des dés négatifs qui ne me serviront pas à moi, mais qui serviront aux monstres. Et pour l'instant, des monstres, il n'y en a pas, mais on verra tout à l'heure que ça va se corser. Hein. Le seul truc que vous devez retenir, c'est que plus il y a de dés sur cette piste, en gros, plus de joueurs piochent des dés noirs, et plus la menace sera grande pour les peluches de se faire agresser par des monstres, ou de subir des événements négatifs. Alors, une fois que j'ai joué mes dés blancs, mes dés noirs, eh bien je peux utiliser tous les autres dés que je viens de piocher, dans l'ordre que je veux, peu importe la couleur. Alors, on voit ici que j'ai un dé rouge, un dé vert. Eh bien, le dé rouge ne sert que pour les attaques au corps à corps. Là, on voit que Pato est au contact avec un grouillant, et il lui faudra faire un score égal ou supérieur à la défense de ce monstre. Donc en général, les monstres ne disposent que d'un point de vie, donc il suffit qu'une touche passe pour que Pato explose ce monstre. Donc là, toujours pareil, vous pouvez décider d'attaquer en plusieurs jets de dés, histoire de donner plusieurs coups, peut-être à plusieurs créatures différentes, soit vous pouvez décider de jouer la sécurité et de balancer tous vos dés rouges en un seul coup, histoire de percer plus facilement les défenses. Le dé vert, c'est exactement la même chose que le dé rouge, mais avec des attaques à distance. Donc à chaque fois que vous faites une attaque, vous allez vous référer aussi au matériel que vous portez sur vous, hein, bien entendu, comme dans un dungeon crawler, comme dans un jeu de rôle, pour vérifier par exemple si votre arme vous attribue des bonus supplémentaires. Par exemple là, Pato, il a +1 en attaque avec son attendrisseur à viande. C'est quand même marrant de voir une peluche tenter de vous attendrir à coups de masse. Alors faut savoir aussi que hormis les dés noirs et les dés blancs, si jamais vous ne souhaitez pas vous servir du dé d'attribut, donc vert ou rouge par exemple, pour sa fonction de base, c'est-à-dire là par exemple des attaques de mêlée ou des attaques à distance, eh bien vous pouvez les recycler en dés de déplacement. Donc là j'aurais très bien pu utiliser 1 ou 2 dés pour me déplacer sur le plateau de jeu. Alors une petite chose à savoir, c'est qu'on peut également choisir de sacrifier un dé, uniquement un dé d'attribut, hein, c'est-à-dire or, blanc et noir, pour encourager l'un de nos alliés. Et donc lorsqu'on fait ça, en fait, on donne l'un de nos pions rembourrage à une peluche amie. Je trouve vraiment le principe assez malin. Et là encore, c'est vraiment mignon de faire ça. On sent vraiment là qu'on est dans un jeu où la solidarité est au premier plan, et ça pour un jeu qui est censé s'adresser aux enfants, ben, c'est quand même
bienvenue. Alors là j'ai pioché du dé blanc, du dé noir, du dé rouge, du dé vert, mais il y a encore d'autres couleurs disponibles dans le bag, notamment les dés bleus, qui ne servent absolument à rien dans l'immédiat, mais que vous pouvez stocker sur votre petite fiche individuelle. Donc c'est là que vous pouvez stocker vos dés bleus, ou n'importe quelle autre couleur de dé d'ailleurs, à part les blancs et les noirs. Quoi qu'il en soit, le dé stocké à cet emplacement vous servira à vous défendre lorsque des monstres vous attaqueront. C'est vrai que par défaut, on choisit plutôt les dés bleus parce que ils n'ont aucune autre utilité si ce n'est le déplacement que la défense. Les dés jaunes, eux, servent à fouiller le plateau de jeu. Et alors, on peut fouiller n'importe quelle case du plateau à n'importe quel moment, on peut même la fouiller plusieurs fois. Pour ce faire, il suffit de lancer donc un ou plusieurs dés jaunes et d'obtenir au moins le score figurant à côté de la petite loupe là-haut. Et alors, je gagnerai une carte de la pioche ici, objet, et il y a un peu de tout dedans, hein, porte-bonheur, chaussures de bébé, kit de couture, coupe-papier, chapeau jaune, élastique en caoutchouc, il y a de tout. En tout, notre héros peut posséder 4 objets, un sur la tête, un dans les poches, un au niveau des mains et un sur le corps. Alors tous ces objets, ils ont du texte à lire, il y a des bonus dessus, donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous disais qu'un enfant de 7 ans ne peut pas forcément être autonome. Alors un truc à savoir, c'est que chaque personnage part avec un objet qui n'est pas attribué de façon arbitraire, hein, c'est lui qui le choisira au départ, et 4 pouvoirs stéréotypés, l'un étant gratuit et 3 autres payants. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des paramètres à prendre en compte dans ce jeu, du texte à lire, ben je vous mens pas. Et à 7 ans déjà, gérer des bonus de matériel et 4 pouvoirs, c'est un petit peu compliqué. D'autant plus quand il n'y a absolument aucun logo pour décrire l'effet de ces pouvoirs. Alors ensuite, on a les dés violets. Ben, les dés violets, ce sont des dés Joker qui peuvent servir à remplacer n'importe quelle couleur de dés, sauf les dés blancs et les dés noirs. Et alors, tous ces dés d'attributs, là, vert, bleu, jaune, violet, rouge, parfois on va vous demander d'en utiliser pour une activité particulière. Par exemple, si vous devez pousser un objet lourd, eh bien, on va vous demander de faire appel à votre force, donc au dé rouge. Ça veut dire que parfois, vous allez pouvoir vous mettre à plusieurs pour réussir une action. Et donc, au fil des tours de jeu, vous allez stocker des dés sur cette autre piste là, qui je crois s'appelle la piste d'activité de groupe, hein, si je ne m'abuse. Et donc si on vous demande par exemple d'obtenir 12 en force, eh bien ici vous allez cumuler vos lancers de dés, de manière à arriver à un total de 12. Et au fil des tours de jeu, vous parviendrez certainement à accomplir votre action. Donc là encore, on fait appel à la solidarité, on peut la mesurer quantitativement, elle est présente, elle est visible sous nos yeux, donc ça montre vraiment aux enfants que parfois, ben, il faut savoir travailler en équipe. Et c'est très cool d'avoir pensé à ça, d'avoir pensé à le matérialiser. Maintenant, vous l'avez vu, à chaque fois je répète, sauf les dés noirs et les dés blancs, etc. C'est un petit peu difficile au début pour un enfant d'assimiler ça. De se dire tel dé je l'attribue à ça, l'autre à ça. Il y a quand même pas mal de couleurs disponibles. Et de se dire tiens tel dé je peux le sacrifier pour aider une autre peluche. Mais ah ouais c'est vrai je peux pas utiliser les noirs et les blancs. Surtout que c'est pas hyper clair dans la règle en fait. Après c'est peut-être moi hein, mais j'ai trouvé que la règle était vraiment pas agréable à lire. Bien sûr que c'est assez fréquent d'avoir des FAQ qui accompagnent des jeux. Mais là je sais pas si vous vous rendez compte mais dès la sortie de ce jeu en fait il y a eu une FAQ de je sais pas 4, 5, 6 pages pour expliquer, je suis désolé de le dire, mais des trucs qui, à moi, me paraissaient totalement essentiels à évoquer dans la règle de base. Et ça, vous l'entendez certainement dans ma voix, mais c'est le genre de truc qui m'énerve au plus haut point. Tu payes quand même 80 € pour un jeu et t'as une règle qui est incomplète, imprécise, qui est vraiment dégueulasse. C'est vraiment à se demander si les mecs se sont relus, quoi. Et même aujourd'hui, après avoir lu les FAQ, bah, y a des trucs, je suis pas vraiment sûr de les avoir compris. Et d'ailleurs, maintenant, on va passer à la partie qui m'a énervé le plus à la lecture des règles du jeu. Il s'agit de la gestion de la piste de menace. Donc cette piste, c'est celle, on l'a vu tout à l'heure, qui collecte les dés noirs. Donc à chaque fois qu'un joueur sort un dé noir du bag, eh bien il le pose ici. Et alors pour l'instant tout va bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de dés noirs, mais à la fin des tours de jeu de chacun des joueurs, on vérifie le degré de menace ici. Et s'il s'avère qu'il y ait autant ou plus de dés que de peluches sur le plateau de jeu, sans qu'il y ait de monstres sur le plateau, eh bien on va déclencher une répercussion négative. Donc cette répercussion, elle est propre à chaque plateau de jeu, et ici par exemple on va révéler une carte sommeil. Donc les cartes sommeil révèlent l'état de la nuitée de la grande fille que l'on protège. Donc elle peut être endormie, elle peut être agitée, elle peut être éveillée. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu à subir les conséquences de l'état de la petite fille dans son lit, mais visiblement, ce statut-là impacte certains événements. En répercussion négative, on peut aussi avoir des monstres qui apparaissent sur le plateau de jeu. Et alors si ça arrive, eh bien ils apparaissent toujours sur cette petite case avec des symboles boulons et vis, la mécanique, et sur les cases adjacentes. Donc soit vous aurez affaire à des monstres très précis décrits dans le scénario, soit vous aurez affaire à des monstres piochés aléatoirement. Dans les différentes catégories de monstres, il y a des monstres lambda et des monstres chefs. Et alors jusqu'à présent, je suis pas sûr d'avoir compris quand est-ce qu'on a intégré les chefs en fait. Mais c'est pas grave, ça reste entre nous. De toute manière, si vous avez des doutes après avoir lu 3 fois, 4 fois une règle de jeu, c'est qu'elle est
mal écrite quoi. Bref, peu importe, donc on va avoir des monstres qui vont arriver sur le plateau de jeu à certains moments. Et donc ils s'activent dès qu'ils débarquent. Donc on prend le dé noir situé en face du premier monstre, on le lance et ça va nous donner son comportement. Là par exemple, donc je suis situé, on le voit hein, dans la partie 1 à 5 au niveau du score de dés. Et donc le monstre va effectuer une ruée. Donc il va se déplacer de 6 cases, toujours vers la peluche la plus proche de lui. Il a une portée d'attaque de 1, donc ça veut dire qu'il ne pourra se battre qu'au contact, et une force de 4. Donc là je vais aller vérifier sur la fiche individuelle de Pato si j'ai stocké un dé de défense, sinon de base je prends 4 dégâts. Et donc si j'arrive à faire un score supérieur ou égal à l'attaque du monstre, non seulement je ne suis pas touché, mais en plus je conserve ce fameux dé de défense. Alors par contre si je me fais toucher, là je prends autant de dégâts que la différence entre mon score et celui de l'attaque du monstre, et en plus de ça je perds ce dé. Ce qui fait que si un second monstre m'attaque en suivant, eh ben je vais prendre vraiment cher. Le système de comportement et les coups spéciaux des monstres sont assez sympas, moi je trouve que c'est bien fait au niveau mécanique, et donc à chaque fois qu'on a activé les monstres, qu'ils ont fait leur tour de jeu, on prend tous les dés noirs, on prend aussi tous les dés qui ont été défaussés lors des tours précédents des joueurs, et on remet tout ça dans le sac, et donc ça crée une nouvelle pioche de dés. Alors après, les monstres ne seront réactivés que lorsqu'il y aura autant de dés noirs sur la piste de menace que de cartes monstres en jeu. Donc c'est cool, il y a un côté comptable dans ce jeu en fait, où on sait un petit peu ce qui peut sortir du sac, il y a une gestion du hasard qui est assez intéressante, il y a des pouvoirs qui sont super, qui permettent d'échanger les dés, on peut aussi faire des rencontres sur le plateau de jeu. Si l'on atteint une bulle par exemple, eh bien on va piocher une carte rencontre. Alors par exemple ici le manchot et le ballon, avec une illustration hein, toujours aussi cool, hein, vraiment hein, dessinée au stylo bic là comme ça. Vous croisez un manchot en plastique qui lance des fléchettes vers un pauvre ballon. Ce n'est pas juste qu'il puisse voler et moi pas, je suis un oiseau, s'insurge l'animal. Donc vous voyez, il n'y a pas que des sentiments positifs hein, dans ce jeu. Et donc là, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, vous allez devoir faire un choix. Ici, parlez-vous au ballon ou au manchot. Et en fonction de votre choix, bien entendu, ça va déclencher un événement plutôt positif ou plutôt négatif. Là pareil, ils disent pas vraiment dans la règle si le choix doit être fait par l'équipe ou par le joueur individuellement. Personnellement, je serais plus pour un choix individuel. C'est à la personne qui rencontre de résoudre la rencontre. Je trouve ça débile qu'une peluche crie à l'autre bout du marché: hey, qu'est-ce que je fais avec le manchot et le ballon là? Alors je trouve que ces rencontres sont bien écrites et plutôt sympas, mais par contre à terme il n'y a pas énormément de cartes rencontres, donc quand on les connaît après je pense que l'intensité de la narration doit bien descendre. Et au niveau rejouabilité c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cartes. Alors sur le plateau de jeu on voit ici des cases œil, qui sont les cases représentant un intérêt particulier. En général c'est ce qui représente la quête principale. C'est vers là qu'il faut se diriger si vous voulez faire avancer l'histoire. Les autres logos sur le plateau de jeu en gros c'est les quêtes annexes. Les logos petits boutons sur le plateau de jeu représentent des vendeurs. Donc lorsque vous rencontrez un vendeur, celui-ci vous propose 4 objets à la vente. Et donc pour acheter, vous pouvez échanger une carte contre un objet que vous possédez déjà, ou contre un bouton en votre possession. Les boutons on les gagne lorsqu'on tue des méchants, tout simplement. Alors au niveau des derniers paramètres de jeu dont il faut que je vous parle, au fil de vos actions vous pouvez vous voir affublé d'un statut. Par exemple courageuse, déchirée, inquiète, brûlée, c'est au féminin parce qu'on parle de peluche hein, évidemment, piégée, furieuse, etc. etc. Ces différents statuts bien évidemment vous apporteront des effets négatifs ou positifs. En fonction des plateaux sur lesquels on joue, il y a aussi des effets de terrain. On le voit là, hein, mur, barrière, eau, ténèbres, feu, vent, bon, refuge. Bref, il y a des règles spécifiques en fonction du terrain sur lequel vous vous trouvez. Et enfin on a un paquet de cartes très spécifique qui s'appelle le paquet de découverte et qui est différent en fonction de l'histoire à laquelle on joue. Donc dedans il y a des artefacts, des monstres qui vont être cités dans le scénario ou pas d'ailleurs en fonction de vos choix. Et donc qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors je veux pas vous spoiler, mais par exemple on peut y trouver des monstres très puissants, des boss qui vont disposer de plusieurs points de vie, mais cette fois-ci sur le côté noir, sur la face noire du rembourrage, puisque ce sont des méchants donc il faut qu'ils aient un rembourrage noir et sont corrompus. On va y trouver des objets essentiels à certaines quêtes, etc. etc. Et le boss qu'on a combattu dans la première histoire d'ailleurs était assez sympa, parce qu'il avait son propre objectif dans la partie qui était pas seulement de nous tuer, hein, donc c'était plutôt cool. Alors je peux pas vous en dire plus, toujours pareil pour pas vous spoiler, mais là encore, au niveau scénaristique, on sent que l'écriture est vraiment intelligente. Bref, rappelez-vous ce que je vous ai répété tout au long de la vidéo, hein, vraiment pour un gamin de 7 ans, prendre en compte les attributs, le matériel, les pouvoirs spéciaux, les cartes spéciales de l'histoire, les cartes rencontres hein, qui vont parfois l'accompagner tout au long de l'histoire, la gestion de la piste de menace avec les actions des monstres, les effets spécifiques des cartes de terrain, ça fait quand même beaucoup s'il y a que des enfants de 7 ans autour de la table. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'ils peuvent pas jouer sans adultes. À mon avis, c'est pas approprié. Bref, histoire de peluche a un thème enfantin, mais c'est pas forcément un jeu pour les enfants. Et alors c'est dommage parce que quand on constate la différence de traitement entre
la mécanique de jeu et la façon dont elle est décrite, franchement ça fait chier quoi. On a un jeu qui est plutôt intelligent et plutôt malin, mais putain dedans vous nous mettez une règle écrite avec les pieds quoi. C'est vraiment dommage, surtout quand on sait que le frein numéro 1 pour jouer à un jeu de société, c'est la lecture de la règle. Puis en plus, c'est pas comme si le jeu était mal écrit au niveau du scénario. On sent que derrière, il y a un travail d'auteur. C'est vraiment un monde à la fois immersif, effrayant, attendrissant. On a vraiment envie de se plonger dedans. Donc c'est dommage, mitigé, voilà. C'est un jeu qui est très attachant, avec des figurines sublimes. De jolies histoires, en tout cas, pour ce que j'en ai fait jusqu'à présent, bien écrites. La mécanique de gestion des dés est vraiment cool. Mais une règle écrite avec les pieds, à mon avis, des cartes rencontres qui sont présentes en trop faible quantité, et qui, sur le long terme, vont perdre tout intérêt, hein, quand on connaîtra chaque choix à faire. Putain, du coup, comment je vais finir cette vidéo, moi? Je crois que j'ai trouvé, jouez-y, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table. Ciao!